Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Manon Verbeek, avec qui nous allons parler du sujet « Être maman entrepreneuse solo ». J'ai eu la chance de rencontrer Manon en vrai le 23 février 2024 lors du gala Elevate de Geneviève Gauvin. Du coup, Manon, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour à tous. Je suis designer indépendante depuis plus de 10 ans. Je pense que je fête ma 11e année d'indépendance cette année. Et aujourd'hui, j'accompagne les indépendants du web à mettre en œuvre leur identité visuelle en ligne, genre créer des outils et tout un tas de choses basées sur Canva et les IA pour leur faciliter la vie. J'ai effectivement 2 enfants, comme tu l'as dit, je suis maman solo. Merci pour cette présentation. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que cela implique d'être une maman solo ? Alors, déjà, je vais juste qualifier solo parce qu'il y a pas mal de solos différents qu'on peut entendre sur le web et des fois des combats entre les vrais solos et les pas vrais solos. Actuellement, je suis à demi-solo, c'est-à-dire que j'ai mon fils, mon jeune fils de plus de 3 ans et demi qui est en garde alternée et ma fille qui est à 100% chez moi, qui est encore un bébé. Qu'est-ce que ça change ? Clairement, ça change complètement le calendrier, les priorités, donc la manière dont on s'organise et aussi la marge la marge d'imprévu que, on met dans nos projets quand on est entrepreneur. C'est vraiment les 2 choses, pour moi qui sont vraiment importantes. C'est cette capacité à gérer le bazar conséquent d'avoir des enfants. Parce que ces petites choses-là, ça tombe malade, tout le temps et ça a aussi, des gardes. Enfin voilà, on peut pas toujours les mettre, dans les espaces communs quand ils sont malades et des maladies beaucoup de maladies où il faut éviter et donc ça demande une gestion du calendrier qui est, vraiment différente quand on n'a que, soi, heu, sur qui compter. Oui, merci pour ces précisions. C'est vrai que de ce que je comprends, il faut être hyper flexible, il faut s'adapter en permanence, parce qu'un enfant, comme tu dis, ça tombe malade, très souvent. J'ai pas d'enfant, mais d'après, ton discours, donc c'est vrai que c'est un changement d'emploi du temps, surtout voilà, si, tu as des clients, tu as des choses à faire, en fait, c'est vrai qu'avoir des enfants, c'est beaucoup d'imprévus, je suppose? Ouais, bah, là, typiquement, au moment où on se voit, cette semaine, ma nounou est souffrante. Ça lui arrive rarement, mais quand ça arrive, ben, c'est une semaine qu'il faut gérer, et trouver des solutions au maximum pour pouvoir maintenir, par exemple, ce rendez-vous. Heu, la semaine d'avant, c'était, les 2. Il y a eu une otite et un autre truc, une maladie virale qui fait qu'on peut pas aller à l'école. Enfin, voilà. Donc concrètement, ma marge de manœuvre que je pensais bonne et sécurisante pour mes clients, a été explosée en 15 jours, littéralement et c'est un éternel recommencement. À chaque fois que je rattrape mon retard, à chaque fois, il y a à nouveau un truc qui vient chambouler le quotidien et questionner le rythme qu'on avait déjà réussi à mettre en place. Oui, mais du coup, de ce que j'entends, vu que tu es entrepreneuse, je me dis c'est peut-être plus facile pour, rattraper ce retard, qu'en étant salariée, vu que c'est toi qui organises tes journées, tu peux travailler enfin, en salarié, on va dire, on travaille, 5 jours par semaine. Toi, tu peux potentiellement Mmh. travailler les week-ends si vraiment il y a une urgence ou pas du tout? Oui. Ben, ouais, après le week-end, du coup, j'ai les 2 enfants avec moi, quoi. Donc ce que je peux faire, c'est retravailler quand ils dorment, mais en fait, la vérité, c'est que, heu, entre le moment où je les récupère de la garde et le moment où ils s'endorment, je n'arrête pas une seconde et je suis littéralement vidée quand arrive 21:30, et que les 2 sont couchés et qu'il faut encore, ben, préparer, les sacs pour le lendemain, les repas, aller repasser un coup dans la cuisine parce qu'on a tout laissé en plan parce qu'il y avait une crise. Donc quand je retravaille le soir, c'est vraiment parce que j'en ai envie et j'ai toujours
j'essaie toujours de garder ça à l'esprit de si tu travailles le soir parce que tu as pas le choix, pour une raison X ou Y, c'est qu'il y a une faille dans ta planification. Donc je travaille le soir que quand j'en ai envie. En tout cas, c'est mon motto et je t'avoue qu'en ce moment, ça m'arrive de travailler le soir, parce que j'en ai pas envie. C'est un peu compliqué là. Waouh, mais quelle énergie, les parents et du coup encore plus les parents solo peuvent, déployer parce qu'en fait, ouais, tu assumes complètement une double journée de travail, mais du coup seule, donc ça doit être encore plus, difficile dans ton quotidien et du coup je me demandais, est-ce que tu arrives quand même à avoir de temps en temps des moments pour toi ou c'est compliqué vu qu'ils sont tout petits encore? Pour le moment, je pense que je suis une très mauvaise élève. Heu, je lis partout, c'est presque un peu culpabilisant qu'il faut, se soigner soi avant, qu'il faut penser à soi, qu'il faut prendre du temps pour soi, pour pouvoir être un bon parent. La réalité, c'est que, je aujourd'hui, moi, je me sens incapable de, laisser 1 heure de plus mes enfants, à la garderie ou chez la nounou, alors qu'ils y sont déjà pour des journées, qui sont harassantes, pour pouvoir, moi, aller faire mon sport ou, je ne sais pas quoi. En fait, j'arrive pas à faire passer avant eux. Donc pour le moment, je suis très, très mauvaise élève, clairement. Mais je le vis bien. Enfin, je le vis bien, je me l'autorise à être une mauvaise élève. Non, mais c'est important ce que tu dis, on peut pas être une super maman, parfaite. Après tout, on est que des êtres humains et de toute façon, ouais, c'est important de partager ces difficultés que tu peux avoir parce que je me suis sûre que des mamans qui nous écoutent, qui elles aussi doivent culpabiliser parce qu'elles n'arrivent pas à prendre ce temps pour elles. Mmh. Mais en fait, si, comme tu dis, tu es toi en phase avec tout ça, en fait, c'est l'essentiel, je pense. Je suis très, très consciente du fait que, j'aurais bien besoin de ça. Mon corps, ma tête en auraient vraiment besoin. De retourner plus régulièrement chez la psychologue, de, prendre du temps pour faire du sport, bouger mon corps. La réalité, c'est que le seul moment où j'arrive à me l'autoriser, c'est sur mon temps de travail et actuellement, mon temps de travail, je suis déjà sur un temps de travail qui est très bas, une quantité de travail qui est très bas. Je suis à moins de 24 heures semaine et j'arrive pas à faire moins, de manière à générer le revenu suffisant pour faire vivre mon foyer. Donc en fait, ce qui passe à la trappe, c'est, la psy et le sport. Ça tombe bien, ça coûte cher, donc en fait, ça allège le budget. Mais c'est ça en fait, hein, c'est, si je prends, ce temps pour aller faire du sport et voir la psychologue, ça me coûte de l'argent, l'activité en soi, ça me coûte de l'argent de faire garder les enfants, ou de ne pas travailler si je le fais sur mon temps de travail et en plus de ça me coûte de la, culpabilité de me dire pas que je passe pas ce temps avec mes enfants parce que j'en passe plein du temps de qualité avec mes enfants, mais que mes enfants qui sont déjà fatigués par leur journée restent 1 à 1 heure et demie de plus, l loin de la maison où ils peuvent se reposer, quoi. Mmh, oui, je comprends complètement ce que tu veux dire. Et ça me fait penser à l'épisode que j'avais vu avec Thérèse, où on parlait aussi de comment prendre soin de sa santé mentale et dans les solutions gratuites qui est à disposition pour tout le monde, c'est genre aller se balader, peut-être balader en forêt avec de la nature, parce que je me dis ça peut être ressourçant. Après je sais pas, si tu as de la nature à proximité de chez toi immédiate. Plutôt fait le choix d'habiter en centre-ville là pour la gestion, facilitée, heu, des conduites et tout ça, mais oui, clairement, le truc qui fonctionne bien, d'autant que le beau temps commence à revenir légèrement, c'est, de marcher pour aller chercher les enfants. Je me suis malheureusement un peu éloignée avec la séparation. Maintenant, je suis à un bon 20 minutes à pied de l'école et de la nourrice et donc du coup, marcher à l'aller, me permet au moins d'avoir cette demi-heure heu, de pause où on marche et le cerveau, peut un peu, heu, faire le tri, passer à autre chose, faire un espace tampon. Mmh. Non, mais c'est super, du coup, tu as quand même, dans ta journée quand tu vas aller chercher, tes enfants, ce temps pour toi, parce que voilà, tu es en train de marcher et je pense que petit à petit, je te le souhaite, quand les enfants grandiront et que tu arriveras mieux à gérer tout ça, que tu puisses prendre, bah, plus de pauses, et pour pouvoir continuer à passer du temps aussi avec toi-même. Oui, clairement. Je pense que c'est juste des moments, heu clairement, l'organisation se défait et se refait continuellement quand on a des enfants en fonction de ce qui change et beaucoup de choses changent, très vite et je m'inquiète pas du tout sur le fait que là, c'est un moment où j'ai pas ce temps-là, mais c'est aussi mes choix.
Et je l'aurai peut-être à un autre moment, dans bientôt, on verra. Je te le souhaite. D'ailleurs, je voulais aussi rebondir sur une question parce que du coup, quand j'avais discuté avec toi, j'ai vu, enfin, ou j'ai vu sur LinkedIn, je sais plus exactement, que tu étais maman solo par choix. Donc, si tu pouvais nous expliquer ton cheminement pour les personnes qui nous écoutent? Ouais, c'est effectivement moi qui ai choisi de rompre, elle a un papa et ça fonctionne tout doucement, on avance. Heu et du coup, c'était quoi la question exactement? Ça, j'ai posé les bases, mais j'ai oublié la question. Ah oui, explique-nous ton cheminement. Ah, le cheminement. Et donc à ce moment-là, je me prends quand même un petit coup de massue sur l'arrière du crâne à un moment donné quand je me retrouve, seule, dans ce nouveau logement. En fait, je me suis pris un coup de massue quand j'ai cherché le 1er logement toute seule avec 2 enfants, enfin 1 enfant et enceinte d'un autre, en étant indépendante. C'était la première fois où je me retrouvais à chercher un logement en tant qu'adulte et pas en tant qu'étudiante ou jeune, active, où j'avais vraiment mes parents derrière moi qui montraient patte blanche et ça a été, incroyablement dur. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'estimais pas du tout comme, je m'estimais pas précaire, je m'estimais pas, comme une mauvaise locataire et en fait, j'ai fini par trouver un logement par quelqu'un qui m'a fait confiance, mais clairement, tous les dossiers me passaient sous le nez. On me disait même, «Cherchez pas en fait, déposez même pas de dossier, là, on a 3 dossiers de CDI, on vous prendra même pas». J'allais dans les agences, on me disait, «On n'a aucun bien pour vous, là ça va être compliqué parce que, les propriétaires, c'est eux qui choisissent qui ont le dernier mot et ils vont pas vous prendre vous». Bref, donc heu, moi qui ai un caractère fort, de femme indépendante, de me retrouver à un moment donné avec cette image de OK, j'ai vécu des trucs compliqués, ça a été, dur de me séparer. Je me retrouve maintenant maman célibataire avec, enceinte et personne veut de moi et en fait, je suis dans les stats, c'est ça en fait, c'est moi les stats là. Ça a été dur à assumer et puis après il a fallu, trouver des solutions. Donc j'ai investi, auprès d'une coach parce que j'étais une boule d'hormones et d'émotions et j'étais incapable de regarder droit et je gérais déjà le quotidien et en fait, avec la coach, du coup, ça m'a offert des espaces, vraiment très ponctuels mais suffisants, des espaces dans lesquels on pouvait, créer de la stratégie, créer des plans d'action, où elle m'aidait à dépiler et aller vite, et à être concentrée sur ces moments-là, parce que le reste du temps, je dormais beaucoup, énormément, j'avais vraiment besoin de me reposer et il faisait très chaud aussi l'été dernier. Il y avait une belle canicule et donc voilà, grâce à la coach, j'ai fait en sorte de construire un plan pour ma grossesse et pour la suite, qui me permettent de pouvoir, bosser ces 24 heures seulement avec les enfants. Mmh, bah, en tout cas bravo, c'est très courageux d'avoir pris, cette décision, heu et hem et de te retrouver du coup à tout recommencer pour un logement. Enfin, je suis très contente pour toi que tu aies réussi à trouver, un propriétaire qui t'a fait confiance parce que oui, en tant qu'indépendante, c'est vrai que ça doit être, bah, très difficile parce que même si tu as des bons revenus, c'est vrai que le système est mal fait, de favoriser, les CDI plutôt que les indépendants, mais ça c'est un autre sujet. Et bah, pareil, bah, je suis contente que tu aies pu, être accompagnée de cette coach parce qu'elle t'a permis d'avoir du recul sur ta situation et de pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir, sécuriser, tes arrières et notamment de façon, financière. Yep, exactement. Et du coup, comment on fait quand on est maman solo pour, sécuriser ses finances? Est-ce que tu peux partager toi, tes apprentissages? Parce que j'imagine, il y a peut-être des mamans solo qui nous écoutent et qui ont du mal à joindre les 2 bouts, donc si ça pouvait, potentiellement les aider, dans cette démarche. Le chemin que moi j'ai tenté, c'est un chemin, c'était un peu d'accélérer l'endroit où je voulais aller moi. Moi j'avais l'intention, ça faisait très longtemps que je faisais de la prestation de service et je voulais commencer à, décorréler mon revenu de mon temps de travail. Du coup, j'ai très rapidement créé une formation et je l'ai vendue en lancement. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie concentrée en très peu de temps et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire parce que j'avais cet engouement et cette un peu urgence et je pense que je l'aurais pas fait, ou en tout cas pas aussi vite si, j'avais pas eu cette sensation d'urgence. Mais clairement, c'est pas la panacée, pour tout le monde et c'est pas quelque chose que je recommanderais. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé: «Est-ce que tu me recommandes de faire comme toi?»
et honnêtement, je suis pas certaine parce que j'avais déjà une grosse audience. Hem, J'avais une audience à plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn à ce moment-là et malgré tout, les revenus générés pendant ce lancement, n'ont pas suffi à rendre viable l'entièreté de mon congé maternité, à le rendre, à faire en sorte que parce que mon objectif, c'était de faire en sorte que mon congé maternité ne me coûte pas d'argent à mon entreprise. Parce qu'évidemment, en tant que, hem, indépendant, maintenant, on est, indemnisé pour notre congé comme n'importe quel salarié. Néanmoins, pendant ce temps-là, l'entreprise continue à fonctionner, à avoir des charges et qui plus est, comme mon activité repose et mon acquisition de clients repose à 100 sur la création de contenu, il était important pour moi que mon activité continue à tourner, en tout cas ma création de contenu continue à tourner, de manière à ne pas revenir dans une entreprise vide, de toute asset, vide de clients potentiels, vide de prospects et devoir recommencer et d'avoir du coup un délai avant de retrouver du chiffre d'affaires. Donc mon objectif, c'était juste de pas perdre d'argent sur le côté entreprise et ça a été limite, limite, limite parce que c'était vraiment un pari, ça a fonctionné, mais c'était quand même juste et je pense sincèrement que la meilleure chose à faire, c'est de questionner sa rentabilité, questionner ses offres avant toute chose, en prestation, si on est en prestation. En questionnant ça, j'ai pu identifier du coup des offres qui étaient écologiques pour moi, hem et qui, étaient pertinentes pour ma cible et ces offres, j'ai commencé à les mettre en place, au tout début de mon congé avant mon congé maternité et je les ai reprises dès que je suis revenue et c'est vraiment ce qui me porte, en fait et qui fait que ça fonctionne aujourd'hui en bossant aussi peu, on s'entend. C'est des journées intenses mais heu et donc du coup, en identifiant quelles étaient mes offres vraiment, qu'il fallait que je jette parce que, ou que je refonde parce qu'en fait, je perdais de l'argent. Je faisais du social, sur ces offres et en faisant le parallèle entre ce que mes clients avaient besoin et ce que moi j'avais besoin écologiquement, j'ai trouvé la meilleure offre pour moi et je crois que c'est ça qu'il faut faire comme taf et vraiment, je pense, s'adjoindre de quelqu'un qui nous aide à prendre du recul. Que ce soit une coach qu'on paye ou des copains entrepreneurs ou des femmes qui sont passées par là avant nous peut-être. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, ça me rappelle des cours d'école de commerce, mais je me rappelle plus trop, le truc, mais je me rappelle que là, du coup, l'offre dont tu nous parles, c'est une offre vache à lait, parce que du coup, de ce Mmh. que je comprends, ce qu'elle te rapporte de l'argent avec un minimum entre guillemets «d'effort», elle est pas trop chronophage. Après, j'avoue que je sais plus du tout les les autres termes sur cette matrice, mais je sais que c'est quelque chose d'assez connu et du coup, bah, je suis très contente pour toi que tu aies pu trouver, cet équilibre pour pouvoir, vivre, sans être dans le stress, parce que surtout avec des enfants et tout, enfin, les enfants ça coûte cher en plus, j'imagine, donc pas évident. Mmh. Les enfants, ça coûte cher, ouais. Ça coûte cher. Je t'avoue, je crois que j'avais lu une stat, un truc genre dans les 30 000 € dans les 6 premières années de vie. Je saurais vraiment pas te dire à quel point ça ce que je peux te dire, c'est que en bossant là cette année, donc depuis que je suis solo, mon objectif pour tenir, mes fins de mois et ne pas avoir à prendre dans mes réserves, parce que quand je prends dans mes réserves, c'est le signal que ça va pas. J'ai dû faire, heu, j'ai dû faire plus 25 sur mon revenu que je me verse, tout en faisant du coup, en passant de un 35 heures à un 25 heures et ça, c'est mon objectif de l'année. C'est de réussir à continuer à me verser ce revenu-là jusqu'à la fin de l'année Mmh. pour tenir. Bah, je te le souhaite en tout cas et c'est un vrai travail d'équilibriste que tu fais, c'est sportif. Yep. Mais du coup, ça me fait penser parce que vu que tu as 2 enfants, enfin, je voulais, heu, potentiellement que tu puisses nous comparer tes 2 expériences, tes 2 congés, maternité que tu as eu. Enfin, d'après ce que j'avais compris en lisant sur LinkedIn, ton premier congé maternité s'est pas bien passé non plus, parce que je crois que tu étais je sais pas si tu étais salariée à ce moment-là, mais non, tu Mmh. es pas salariée. Mais j'avais compris qu'il était pas très bien passé. Non, je suis bête, tu peux pas être salariée vu que tu m'as dit que ça faisait 11 ans Ouais, que tu étais alors indépendante. j'ai été salariée 6 mois à la sortie du congé. Le premier congé mat, heu, il s'est très bien passé pour moi et très mal passé pour mon entreprise. C'est ça le truc. C'était le covid, donc
J'étais très bon, ça a fait de moi une maman anxieuse. J'étais très anxieuse. On ne savait pas ce que ça avait comme impact sur les fœtus. On ne savait pas ce que ça avait comme impact sur la femme enceinte. Il y avait très peu de stats. On entendait des choses, heu, j'ai autour de moi des gens qui sont gynécos et donc on entendait des choses et d'autres et c'était vraiment pas évident. Donc ça, c'était un peu anxiogène. Mais moi, du coup, je restais à la maison. Il a fait exceptionnellement beau. Je restais au jardin. J'ai beaucoup cousu. Et donc, moi, ça allait, personnellement. Mais ma boîte, pendant ce temps-là, en fait, mon salarié était en chômage partiel. J'avais des stagiaires qui étaient là en stage qui, du coup, étaient en télétravail, hem, que je voyais tous les jours. Voilà, on faisait des visios, on travaillait ensemble. Et mon activité à ce moment-là était concentrée, à 100 sur le fait d'animer des ateliers de démarche design, dans les lieux, comme des institutions publiques, donc des mairies, des centres sociaux, pour questionner la fracture numérique et inventer des nouveaux dispositifs sur place avec les usagers. Autant dire que du coup, qui dit fracture numérique dit aussi fracture sociale, qui dit fracture sociale dit des problèmes de santé, liés, des personnes en difficulté, physique comme, des seniors et mon activité n'a pas pu du tout reprendre. En fait, ça a été la même que pour les restaurants, en fait, jusqu'à, tant qu'on était interdit de se réunir à plus de 4 personnes, c'était impossible pour moi de réunir et de travailler. J'avais pas beaucoup de choix. Soit je créais une nouvelle offre, une nouvelle cible, je refondais tout mon truc, mais j'étais enceinte, j'étais fatiguée. Soit je serrais les fesses, je faisais en sorte de tenir mon entreprise à flot, de payer les charges. Il y a eu pas mal d'allègements pour, les entrepreneurs, allègements URSSAF, mise en pause des prélèvements URSSAF. Hem, on pouvait demander une aide exceptionnelle pour les indépendants. Il y avait le chômage partiel pour les salariés. Donc concrètement, j'ai, tenu l'entreprise à bout de bras le temps qu'il fallait. J'ai rendu les bureaux, j'ai laissé partir mon salarié qui voulait partir en PVT dès la réouverture des frontières. Et moi, à la sortie de mon congé parental, du coup, j'ai accepté un CDD, pour remplacer un ami qui partait lui en congé parental. Et voilà, donc ça a été ma seule et unique expérience de CDD, 6 mois dans une entreprise, à mi-temps. D'accord, ah oui, j'avais une partie juste dans ce que j'avais vu. Et voilà, l'histoire de comment j'ai été salariée, 6 mois pendant toute ma vie, d'indépendante. Ah oui, ça devait te faire, bizarre et du coup, bah, comment ça a été, en fait, ton expérience, de salarié, avec tes enfants? Est-ce que ça changeait quelque chose ou pas? Bah, du coup, j'avais un enfant à cette époque-là, qui était tout petit. C'était un déchirement de le mettre chez la nourrice, j'avais passé 6 mois avec lui, en fait. C'était très dur, mais je savais aussi que c'était important pour lui, voilà, de voir d'autres personnes, d'autres enfants. J'étais à mi-temps et j'étais aussi à mi-temps en télétravail. Donc en fait, j'y allais sur place, je me déplaçais, 1 jour par semaine pour aller dans l'entreprise, à la ville, à la grande ville et sur place, du coup, je devais tirer mon lait, mais globalement, ça a pas été une expérience, douloureuse parce que j'avais négocié ce temps-là. C'est-à-dire que moi, le reste du temps, du coup, le reste de la semaine, je passais avec mon fils ou à continuer à travailler sur, mon entreprise à moi. Parce que je voulais pas perdre ça. Je voulais continuer à faire en sorte que, dans quelques mois, je puisse reprendre mon activité d'indépendante. Et c'était une entreprise, libérée. C'est une entreprise où on fait de l'holacratie, ce genre de choses, qui avait de la méthodo design, de la recherche hyper intéressante pour moi. Donc concrètement, le seul point négatif, c'était, que le projet sur lequel je travaillais, je ne l'avais pas choisi. Et c'était la première fois dans ma vie vraiment que je me retrouvais à ne pas choisir, le client. Et c'était assez, voilà, moi je l'aurais pas choisi ce client. Je l'aurais pas signé. Mais voilà, une expérience. Ouais, c'est toute expérience est bonne à prendre, ça nous forge, par la suite. Ouais. Et du coup, ça me fait penser parce qu'en fait, on a parlé de congé parental et congé maternité, donc en fait, vu que j'ai un féminisme éducatif, si tu pouvais nous expliquer la différence entre les 2 pour les personnes qui nous écoutent et également, potentiellement parler de ton expérience par rapport à l'allaitement, car je me dis ça peut être aussi très intéressant pour, les auditeurs et auditrices. Mmh mh, mmh.
Donc le congé maternité, c'est celui qu'on a, quand on est enceinte, qui a une durée minimale quand on est indépendante. Il faut prendre à minima, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 8 semaines. Si on s'arrête pas complètement 8 semaines, on n'a pas le droit à nos indemnités. Hem, donc le congé maternité qui est aujourd'hui composé de 2 parties. Une partie qui est fixe, qu'on reçoit à moitié au début et à moitié à la fin, et au milieu des indemnités journalières qui sont du coup corrélées au nombre de jours qu'on prend en tant que, en arrêt. Et on attend de nous, qu'on ne travaille plus. Donc on s'engage, on signe un papier comme quoi on arrête de travailler sur notre entreprise. Je le dis ici tout haut et fort, c'est impossible quand on est indépendant, il y a des choses qui continuent à fonctionner, on continue à demander notre TVA. Moi, j'avais des formations, donc je continuais à vendre. Enfin, j'ai appelé du coup, les services, et ils me disaient, «Bah, comme preuve, en fait, on vérifie votre chiffre d'affaires». Je dis: «Bah, ouais, bah, non, ça n'a aucun sens». Donc bref, les informations étaient contradictoires. On n'a aujourd'hui toujours pas vraiment d'infos là-dessus. Hem Et concrètement, du coup, ça, c'est le congé maternité, et quand on est indépendant, travailleur non salarié, aujourd'hui, on est indemnisé comme un salarié normal, environ, si tant est qu'on a fait au moins, un certain chiffre d'affaires l'année d'avant, qui est très bas. Il me semble que c'est 4 000 €. Donc, logiquement, à moins de tomber enceinte la première année d'indépendance, ou sur une année un peu de césure où on est sans droit, logiquement, ça passe. Et après, il y a le congé parental, qui n'a aucun rapport avec, le statut qu'on a. Le congé parental, c'est, une aide de l'État, qui est l'équivalent de l'aide qu'il te donne si tu veux mettre ton enfant placé chez une nourrice ou une crèche. Tu peux aussi faire le choix de prendre cette aide, pour toi, et de ne pas mettre ton enfant dans un service, mais de le garder, et donc d'être compensé pour cette garde. Heu et Au maximum, tu peux prétendre à 400 € d'aide pour garder ton enfant. Ouais. Et si le père et la mère prennent leur congé parental en même temps, c'est pas 400 € fois 2, c'est, 200 € chacun. Voilà, donc du coup, c'est vraiment des micmacs, ouais. Et si tu prends à 100, hein. Si tu prends ton congé à 50, si tu poses un mi-temps par exemple, ben, tu touches que 200 €. Donc ce qu'on a fait, c'est que moi j'ai fait mon congé maternité pendant que mon conjoint, à ce moment-là, faisait un congé parental à 50, et donc il touchait son salaire à 50 quand même. Et puis après, quand il avait fini son congé parental, moi j'ai enchaîné avec un congé parental à 80, qui ça faisait une petite aide, ou à 50. Ça faisait une petite aide du coup, mais c'est clairement pas là-dessus que tu peux compter, pour, vivre, hein, quoi. Enfin, c'est vraiment compliqué. Voilà, ça c'était, congé, parental. Alors ce que je dis là sera peut-être plus du tout vrai l'année prochaine, puisqu'il est en train d'être refondu, pour être plus juste et permettre à tous ceux qui veulent le prendre, de le prendre. Parce qu'actuellement, c'est impossible avec ce montant-là de prendre ton congé parental. Mais comme il y a l'air d'avoir un petit peu un souci de place en crèche et en assistante maternelle, ils sont en train de le refondre pour que, ce soit plus facilitant pour toutes les personnes qui n'ont pas de système de garde, que ce soit vraiment pas un problème financier derrière. Et concernant l'allaitement, avec mon fils, on a fait un allaitement, qu'on appelle prolongé, mais donc je l'ai allaité jusqu'à 3 ans, jusqu'à 2 ans et 8 mois. C'est ce qu'on appelle un allaitement prolongé, alors que, du coup, je le dis pour ceux qui ne le savent pas forcément, auditeurs, le sevrage naturel de l'enfant humain, se situe, à approximativement, aux dents de lait, et d'où le nom dents de lait. Et donc c'est entre 3 et 6 ans, que logiquement l'enfant humain, choisit, d'arrêter, le lait. Donc nous on a continué jusqu'à 2 ans et 8 mois, et c'est moi qui ai demandé à arrêter à mon fils parce que je fatiguais avec la grossesse, et ça a été dur pour lui. Du coup, comme je travaillais à la maison, sauf quand j'étais un peu en entreprise, j'avais la chance de pouvoir facilement tirer mon lait, avec, une pompe, et de pas le faire trop souvent, et que ce soit pas trop avilissant, parce que ça devient vite une logistique, assez, folle quand il faut conserver son lait et tout ça. Et voilà, 2 ans et 8 mois. Pour ma fille, là, on en est à 8 mois.
Mais on n'est plus sur de l'allaitement exclusif parce que j'ai eu un problème médical, qui n'est, donc une mastite qui n'est pas rare, mais par contre j'ai eu un abcès qui est rare et un abcès, du coup, heu, n'impacte pas logiquement la capacité à allaiter, mais clairement moi ça a impacté ma production et je j'arrive pas à revenir à une production, équivalente, donc on est passé en partie au lait en poudre. OK, bah, merci pour, toutes ces Plein d'infos. toutes ces informations en effet. Mais, en fait, oui, je me posais plusieurs questions, enfin, notamment, par exemple, quand on est entrepreneuse, dans ton congé maternité, du coup, c'est l'argent que toi tu et du coup, après, il t'est reversé en 2 parties ou je sais pas, l'État peut te donner une aide ou alors j'ai rien compris? Ah non, c'est entièrement l'État. C'est la caisse primaire d'assurance maladie qui te le verse, à toi quand tu es salarié ou qui te le verse à toi quand tu es indépendant, en lieu et place de ton entreprise, en fait. OK, ah oui, très clair, ouais, merci de ta précision. Pas de souci. Et également pour rebondir à la suite que tu disais, c'est vrai que les sommes pour les congés parentales, c'est rien du tout. On Non, peut c'est l'enfer. À comparativement, le congé maternité, au final, quand je mets tout bout à bout et que je refais, parce qu'il y a la grosse somme au début, la grosse somme à la fin et les indemnités. Quand je mets tout bout à bout et que je mensualise, je touchais environ 2 000 € d'aide, enfin de congé maternité par mois. Ce qui est, bien plus confortable que, les 400 €. Ouais. waouh et bah, j'espère que, quand il va être fait, bah, plus confortable pour pouvoir vivre parce qu'avec 400 €, enfin, déjà rien que si tu habites sur Paris, ça peut même pas te faire le prix de ton loyer, hein. Ah bah, non, non, mais c'est sûr, enfin, c'est impossible en fait, hein, de prendre ça tout seul, tu pas le choix que de faire garder ton enfant et puis quand tu fais garder ton enfant, les aides sont différentes et elles sont beaucoup plus importantes. Tu es l'État donne plus d'argent pour m'aider à payer la nounou que s'il m'en aurait donné pour que moi je le garde à la maison. Ça va forcément les gens vont plus se diriger vers une nounou Mmh. puisque ça leur coûtera moins d'argent, si tu fais des comparatifs, quoi. Ouais, bah, ouais, si tu pas le choix, que tu es, sur, des finances un peu serrées, c'est clairement le meilleur choix, c'est pas de le garder chez toi, quoi. Pas toujours. Mmh. Ouais, c'est bon à savoir et bah, on reste sur le qui-vive pour, le prochain pour la refonte, du congé. Ouais, c'est ça. Et aussi, quand tu parlais pour, ton allaitement, tu disais que c'était une vraie logistique de conserver son lait, donc si tu pouvais nous en dire un peu plus? Ouais, en fait, moi, je mesure bien la chance que j'ai là d'être indépendante, de travailler chez moi. J'ai mon tire-lait qui est juste là, derrière le micro, en fait. Et dès que je sens, que c'est l'heure, j'appuie, je branche, plouc plouc et j'ai le frigo en bas. À côté de ça, il y a, le droit du travail. Il y a des choses qui ont été mises en place dedans, mais c'est quand même pas incroyable. C'est-à-dire que le droit du travail autorise les femmes à tirer leur lait sur leur lieu de travail, mais en dehors de leurs horaires de travail, c'est-à-dire que pendant qu'elles tirent leur lait, elles sont, pas rémunérées. Donc c'est pas une pause comme une pause repas, non, non, c'est une coupure dans ta journée de travail. Donc ça, c'est code du travail. Après, il y a ce que chaque entreprise fait, il y a les réalités sur le terrain. Par exemple, quand j'ai tiré mon lait, en entreprise, jamais on m'a dit, «Touk touk, cet horaire-là, tu es pas payé». Enfin, j'en avais pour 20 minutes et évidemment que cette entreprise me laissait faire. Hem et Et la logistique, oui, voilà, de devoir mettre ton lait dans des petits pots, dans le frigo commun avec tout le monde, des packs de glacières, de le récupérer le soir, de le transporter en métro. Si tu es pas commercial sur les routes en voiture, enfin, ça, c'est vraiment beaucoup de logistique. Si tu veux réussir à faire un allaitement et poursuivre ton travail et c'est la raison numéro 1 pour laquelle, en France, la durée moyenne de l'allaitement, c'est 3 mois, qui est la durée du congé maternité. Alors que dans des pays où le congé maternité dure 6 mois, bah, la durée moyenne de l'allaitement, c'est 6 mois. En fait, c'est lié vraiment, c'est vraiment hyper lié parce que c'est compliqué, en fait et autour de moi, je connais très peu de personnes qui ont allaité leur enfant, passé les 3 mois. J'en connais aussi beaucoup qui ont fait juste les tétés d'accueil. Mais il est clair que le truc de: «Ah non, mais on est passé au biberon, là j'ai repris le travail, on est passé au biberon», la flemme de, tirer mon lait, dans ma voiture ou dans les toilettes, je l'ai entendu mais tellement de fois. Ouais, ça m'étonne pas, c'est très compliqué, mais en tout cas, je suis contente pour toi que tu aies réussi à enfin, que tu avais pu trouver à cette époque-là une entreprise bienveillante parce que j'imagine que c'est pas toujours le cas, malheureusement. Oui, puis je suis pas en poste dans une usine, enfin voilà,
j'avais une salle de pause, enfin, faut le dire, quoi, il y a des conditions privilégiées qui font qu'on on peut faire ces choix-là et du coup, c'est pas possible pour tout le monde et donc vraiment je veux l'appuyer, quoi. Mmh. C'est quoi du coup les bénéfices de l'allaitement comparé à une maman qui ne fait pas d'allaitement pour les personnes qui nous écoutent? Et potentiellement, tu parlais de tétée d'accueil, donc si tu peux nous expliquer ce que c'était? Ah oui, c'est la toute première tétée quand l'enfant, vient au monde et qui, lui donne le colostrum qui est, du coup une sorte enfin pas de lait, mais de corps gras, très riche en choses bonnes pour le bébé, notamment les corps gras qui vont l'aider à tenir et reprendre un peu de plume, après l'accouchement et des anticorps qui vont l'aider à passer les premiers jours. Les bénéfices de l'allaitement, ils sont doubles, mère-enfant. Bon, enfant, il y a tout ce qui est anticorps, ça on le dit souvent, heu et passé 6 mois, il y a un autre stade d'anticorps qui se transmet encore et pour la mère, il y a, une grosse diminution et ça, c'est pour moi, c'est le premier argument, il y a une grosse diminution des risques de cancer, du sein, énorme, heu et l'autre truc pratico-pratique, honnêtement, c'est, les hormones. C'est-à-dire que quand tu allaites, tu as un shoot d'hormones à un moment donné, quand on peut-être que je vais éclairer des gens. Quand tu allaites, il y a le bébé qui tète et le lait vient pas forcément tout de suite. Bon, sauf au démarrage où tu as vraiment beaucoup de lait, tu es comme une vache à lait, tu es tout le temps ça coule, vous voyez, comme dans les films. Sinon, au bout d'un moment, le corps se met dans une production qui s'appelle autocrine et donc tu plus ton lait qui coule tout le temps comme ça. Donc le bébé tète ou l'enfant, il tète et ça fait venir le lait au bout de quelques secondes. Au moment, en fait, ce déclenchement du lait qui arrive, il est déclenché par des hormones et c'est des hormones du plaisir, des hormones du bonheur qui sont diffusées pour toi et aussi pour le bébé. Et dans ces hormones, du coup, il y a tout un tas de choses qui, te font dormir. C'est-à-dire que moi, quand même encore maintenant, quand ma fille elle tète, je me prends un coup de barre systématiquement, heu et donc en pleine nuit, par exemple, ben, ça t'aide à te rendormir immédiatement. Dès lors qu'il y a ce relâchement d'hormones, toi et le bébé, on se rendort facilement. Beaucoup plus que s'il faut, préparer un biberon, même s'il est sur le coin de la table, donner le biberon, s'asseoir, gna gna gna, faire le l'euro et redonner, remettre le bébé à coucher. Ça, c'est quand on valorise son sommeil comme moi, c'est l'argument numéro un. Et le dernier petit argument que j'aime beaucoup, c'est, que dans le lait, il y a des antidouleurs. Alors très peu, hein, un peu comme dans notre salive, il y a un tout petit peu de dérivés, qui ressemblent un peu à des dérivés morphiniques et donc il y a ça dans le lait et c'est, du coup, quand ils se font mal, quand ils ont mal aux dents, ben, c'est toujours sympa de donner un peu de lait, pour faire du bien. Waouh, mais merci pour, ces bénéfices. C'est vrai que j'en avais pas du tout conscience et c'est vrai que c'est dingue quand même, diminuer les risques de cancer du sein, de permettre de dormir, enfin Mmh mh, mmh. pourquoi on nous apprend pas ça à l'école? C'est pour ça qu'à côté de ça, moi, j'entends tout à fait les arguments des femmes qui veulent récupérer leur corps, qui veulent ne pas, être, une vache à lait, enfin tous ces arguments qu'on a bien entendus et je comprends, mais pour moi, en tant que féministe, il y a pas, pour moi, c'est évident que si, on n'a pas de contre-indication et qu'on valorise ces éléments-là comme moi, c'est une super solution. Après, on n'a pas tous la capacité de le faire et quand bien même d'ailleurs, je le dis quand même, même si c'est juste une tétée par jour, matin et soir, parce que la journée on passe au lait en poudre, même comme ça réduit quand même les risques de cancer. Mmh. Ouais, non, hyper intéressant, de le savoir. Après, de toute façon, oui, chacune, on est Bah libre oui. de faire ce qu'on veut de notre corps et du moment qu'on est en adéquation et que ça nous correspond à nous, c'est, Mmh mh, l'essentiel. mmh mh. Et qu'on a, toutes les infos aussi, enfin, tu vois, sur comment ça fonctionne, comment on peut s'organiser. On n'a pas beaucoup d'imaginaire de l'allaitement, en fait, je trouve, en tout cas dans notre génération, on a très peu vu nos parents, nos tantes, nos amis allaiter. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi et surtout que ça me fait penser que, bah, même il peut enfin, vu que c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout, répandu, bah, quand il y a des femmes qui font un allaitement en public et bah, je sais pas, il peut avoir des je sais pas, il peut avoir des musées ou que sais-je qui leur interdisent d'accès ou elles se sentent pas à l'aise. C'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui est pas
qui est pas acté encore dans la société et c'est vrai que je comprends pas dans le sens où c'est quand même quelque chose de naturel, enfin c'est normal, enfin normal en fonction de si tu as pas de contre-indication et si tu en as envie évidemment et c'est vrai que oui, il manque encore ça dans notre société. Ouais, c'est encore un peu compliqué, tu vois, par exemple, il existe des dispositifs, un peu de cap, de pudeur, qui permettent de cacher le sein pendant qu'on fait allaiter son enfant. Donc concrètement, l'enfant allaite, sous un linge, quoi. Et autant je trouve ça hyper intéressant que les femmes qui se sentent pudiques puissent allaiter en public grâce à ces dispositifs, autant je suis en colère contre la société qui fait qu'aujourd'hui, pour allaiter son enfant, quelque chose qui est fait pour, hein, donc avec le sein qui est fait pour allaiter des enfants et pas pour exciter des hommes, on se retrouve à ce que ces femmes doivent se cacher, acheter des dispositifs, en tissu là avec des arceaux à mettre sur elles. S'il vous plaît, enfin, c'est pourquoi est-ce que c'est devenu si compliqué? Et pourquoi est-ce qu'on devrait se cacher? Oui, bah, c'est hyper important ce que tu soulignes, parce qu'en fait, on met de la honte sur les femmes et on les hypersexualise en permanence. Alors que voilà, ça, je pense, c'est à cause de tout ce qui est, publicité, tout ce qui est porno, tout ce qui est, société au sens large, on va dire Mmh mh, mmh. et du coup, ça m'amène à penser à une question. Quelles sont, bah, du coup, il y a ça comme injonction, mais quelles sont les autres injonctions qui pèsent sur les femmes? Ouh là! Combien de temps il te reste dans le podcast? Franchement, je saurais même pas par où commencer, c'est enfin, déjà rien que l'injonction, de porter la charge mentale du foyer vs, ton travail, ton bien-être, de continuer à faire du sport, tu vois? Ce qu'on m'a parlé au démarrage. Heu, cette injonction à s'occuper de soi et à être une bonne personne avant même d'être une bonne maman, avant même d'être une bonne entrepreneuse, c'est déjà énorme. Hem et ce qui concerne la charge mentale, heu, ce qui est ouf, moi, c'est que d'être seule aujourd'hui à m'occuper des enfants, c'est quasiment pareil. Enfin, ça par contre, c'est incroyable. J'ai beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de stress, hem alors j'ai d'autres stress, hein, parce que du coup maintenant il faut que je partage l'information avec un coparent et plein de choses comme ça, mais juste de me dire: «Ben, j'ai l'information et il y a uniquement moi qui a l'information et c'est bon et ça roule, quoi». J'ai pas besoin de la partager, je sais où elle est, c'est moi qui gère, c'est mes trucs. D'un coup, ça m'a semblé à la fois hyper libérateur, en même temps un peu hyper oppressant, genre j'avais des pensées intrusives, genre: «S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe?» Je pense que tous les parents ont ces pensées intrusives. Hem, mais bref, donc cette injonction-là, d'être un bon parent, heu, je pense qu'elle porte énormément sur les femmes, heu et ce qui me fait un peu peur d'ailleurs, c'est que de plus en plus d'injonctions qu'on s'était lib dont on s'était libéré reviennent à travers des choses discrètes mais insidieuses comme par exemple l'écologie, qui va remettre de la charge, au foyer sur la femme. Parce que qui c'est qui fait les compotes maison? Qui c'est qui fait les emballages non jetables? Qui c'est qui va, à la Biocoop? Qui c'est qui, hem, fait le biocompost? Qui c'est qui fait le granola maison? Enfin, c'est les femmes, quoi, en fait. Toutes ces micro-tâches du quotidien. Qui c'est qui s'occupe d'acheter sur, les vêtements d'occasion des enfants et de remettre en vente les vêtements des enfants? C'est toujours les femmes. Donc je pense qu'il y a plein d'injonctions qui traînent dans tous les sens et qu'il y a plein de choses qui sont, auxquelles il faut faire attention. Pas tomber à nouveau, dans des mauvais ressorts. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis et ça fait complètement écho avec, mon premier épisode, avec Elena Petit-Aznar sur la parentalité, parce qu'on parlait aussi, des injonctions, bah, d'être un bon parent et en particulier Mmh. d'être une bonne mère. Parce que c'est vrai que c'est plus, bah, les femmes, bah, comme tu peux le souligner, à qui on attend, qu'elles font, bah, la bonne cuisine, pour les enfants, qu'elles fassent toutes les tâches, toutes les corvées, et c'est vrai qu'il faut que les choses changent. Après, il y a de plus en plus d'hommes qui prennent en charge, ces sujets, car, si on revient en arrière à l'époque, de nos grands-parents ou que sais-je, ça a quand même beaucoup évolué et c'est super. Mmh, mmh mh. Oui, et clairement, il y a un double standard quand même, hein, la barre pour être un bon père, elle est pas très, très haute, hein, qu'on se le dise.
J'ai vu une très bonne bande dessinée hier, une bulle qui disait, c'était un papa, avachi dans le canapé avec les enfants endormis autour de lui, et qui disait, «Bah, ça s'est très bien passé la journée sans toi aujourd'hui ma chérie. Je vois pas enfin, ma mère elle est venue, on a mangé des pizzas, on a mangé des glaces, on a regardé la télé et on a fait des courses, de je sais pas quoi avec des batailles d'oreillers. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis que c'est compliqué de garder les 2 enfants tout seuls toute la journée d'habitude». Bah, ouais, c'est exactement ça en fait. À quel moment est-ce qu'il a géré quoi que ce soit et bref, être un bon père des fois tu l'impression que la barre elle est quand même sacrément basse. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi et clairement, en fait, on donne beaucoup plus la responsabilité aux femmes, sûrement parce que c'est les femmes, qui portent l'enfant, mais c'est vrai qu'être un parent, bah, ça se fait enfin, avoir un enfant, ça se fait à 2 en fait, donc je suis d'accord que c'est assez triste qu'on en soit arrivé là et qu'une femme par exemple, si ça avait été l'inverse, une femme affachie sur le canapé à manger des pizzas, tout de suite on l'aurait jugée, en fait. «Quoi, ton enfant il a mangé des pizzas?» Quelle mauvaise mère. Tiens d'ailleurs cette répartition égalitaire de la charge mentale, ça se crée, à partir du congé maternité. À partir de ces premiers jours d'arrivée de vie, en fait, se créent déjà des habitudes et des routines. Par exemple, que ce soit la femme qui emmène, le bébé, chez le pédiatre, fait que c'est la femme qui crée un lien médical avec l'enfant. C'est la femme qui a, le pédiatre, qui a les informations Doctolib et ce genre de choses, tu vois? Et donc tout ça se construit dès les premiers jours, d'arrivée du bébé et d'où l'importance des congés parentaux, partagés pour le papa. Les 21 jours là. Ouais, non, je suis d'accord avec toi et j'avais la statistique, que j'avais mis dans mon premier article, donc je la remettrai ici, que 80 des inégalités salariales, ça provient du congé maternité, sans surprise. Ouais, ouais. Moi, je peux pas en parler, je suis pas salariée donc C'est sûr, mais après bon, c'est quand même assez dingue, il faut que la société évolue. mmh. En fait, c'est vrai que le temps passe bien vite et c'est chouette, mais je pense qu'on va se diriger tranquillement vers la conclusion de l'épisode, parce que, voilà, l'épisode dure en général 1 heure sur le matrimoine féministe. Donc, bah, avant de passer à la conclusion, est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose à notre discussion? Oh non, là pour l'instant ça va, je suis dans le fil. Parfait. Bah, du coup, bah, quel serait le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Le mot de la fin, je sais pas, tu vois, je sais même pas, je saurais pas trop synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit et je me rappelle moi des éléments qui m'ont marquée, sur finalement le comment se préparer à ça quand on est indépendante, parce que c'est vraiment ce que moi j'ai vécu. Hem Et donc, je garderai ce conseil, tu vois? En mot de la fin, je dirais que quand on est entrepreneur et parent, encore plus quand on est solo, encore plus quand on est maman, de s'entourer de personnes, à la fois dans sa vie de parent, à la fois dans sa vie d'entrepreneur, qui nous aident à garder un peu pied ou à questionner nos choix, parce que, ben, être entrepreneur quand on est enceinte et des hormones, ça, déconcentre, ça permet de pas avoir toujours des idées claires et dans le même temps aussi après, être parent, ça fatigue et ça crée les mêmes symptômes. On n'a pas toujours les idées claires. Donc je pense qu'avoir ces binômes de responsabilité, des groupes où on peut discuter entre entrepreneurs, où on peut s'accompagner dans les décisions difficiles ou moins difficiles, c'est hyper important. Mmh. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est important de bien s'entourer pour, bah, aussi apprendre des expériences des uns et des autres, parce que c'est toujours enrichissant et prendre ce qu'il y a de bon pour soi, quoi. Clairement. Et du coup, toi, qui sont tes rôles modèles, bah, du coup, potentiellement de mère entrepreneuse et de façon plus largement? Oh, bah, écoute, c'est une bonne question parce que je me suis jamais posé cette question de manière, tu sais, additionnelle, genre, mère entrepreneuse. Parce que pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes. Hem, je peux pas quitter cet épisode sans citer 2 personnes, Geneviève Gauvin et Nina Ramen, mais pour 2 raisons complètement différentes et je ne partage pas du tout leur manière de gérer leur parentalité. Moi, j'ai complètement une autre vision et c'est carrément OK. Mais les 2 n'ont pas peur de faire des choix, avec lesquels elles se sentent alignées. Geneviève Gauvin a beaucoup voyagé avec son enfant et donc elle a créé un modèle d'entrepreneuriat qui fonctionne pour elle et sa famille et qui leur a permis du coup de vivre ça en famille.
Nina Ramen a eu un enfant récemment et elle, par contre, a très rapidement dit que la maternité, autant avoir un enfant, lui plaisait, la famille lui plaît. Par contre, le rôle de mère ne lui plaît pas et donc la manière, pareil, de gérer son business, d'organiser sa vie, lui permet de pouvoir, heu, être épanouie au quotidien et donc pour ces 2 personnes, je suis pas sûre que ce soit des rôles modèles, de mères entrepreneuses, mais en tout cas d'entrepreneuses qui assument leurs décisions, leurs besoins, leurs envies et qui créent le modèle qui est adapté pour elles. Oui, c'est hyper important ce que tu dis, parce que de toute façon, il faut, des modèles pour tout le monde et du coup, c'est super qu'elles, elles ont pu trouver, ce fonctionnement qui les arrange. Ce serait hyper intéressant de les interviewer sur Matrimoine féministe pour échanger, parce que c'est des sujets, enfin, elles sortent du lot. Enfin, c'est des choses en plus, ouais, surtout par exemple, par rapport à ce que disait, Nina Ramen, c'est que c'est, comment dire? Il y a beaucoup de femmes, je pense, qui n'osent pas, dire que le rôle de mère, ne leur convient pas, par peur, du regard des autres, par peur, enfin, même d'être jugées par la société, hein, tout simplement, hein. Ouais, ouais, Donc ouais, c'est hyper, intéressant de voir, enfin, d'aller voir, comment elle a eu ce cheminement et comment elle l'applique dans son quotidien et comment elle s'assume, parce que l'important, c'est d'être alignée avec soi. clairement, c'est ça. Merci beaucoup. Mais c'est normal, c'est important de les valoriser. Dans la suite des questions, c'est quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Hem, Si tu as besoin de rigoler en tant que parent entrepreneur, par exemple, je te conseillerais la newsletter Parent entrepreneur, qui, voilà, permet de lire des bribes d'histoire et donc c'est écrit par un papa et donc ça a le mérite, d'être, d'avoir un autre regard sur la parentalité. Heu, Quelle autre ressource, Eh ben, écoute, j'ai envie de dire, de manière très auto-centrée, ma newsletter ou mon site internet sur lequel on peut trouver, des articles de blog sur ce sujet, sur comment j'ai construit, mon congé, maternité et heu et le super podcast de Geneviève Gauvin, Effrontée, pour, toutes les femmes qui ont pas peur d'assumer leurs envies business et leur caractère. Ce sont de super ressources très variées et très complémentaires à la fois. Trop bien, bah, merci de ces partages. Il me reste encore 2 petites questions, du coup. Que signifie le terme féminisme pour toi? Ah, mais ça, j'aurais dû me préparer, dis donc. Non, pour moi, le féminisme, c'est un mouvement, qui vise à aller chercher, plus d'équité, plus d'égalité entre, les femmes et les hommes et j'ai même envie de dire, c'est un mouvement qui, j'espère, n'existera plus quand ma fille, sera adulte. J'ai un petit doute, mais tu vois, pour moi, c'est le genre de mouvement, heu, dont l'objectif, c'est de ne plus servir. Si les enfants de ma fille ne savent plus ce que c'est le féminisme parce qu'il y en a plus besoin, franchement, je serai la plus heureuse du monde. Non, je suis tellement d'accord avec toi. Moi aussi, j'espère, clairement qu'on n'aura plus besoin du féminisme parce que l'égalité et l'équité sera atteinte. C'est beau. Ouais, dans les gènes, dans le fonctionnement, on saura exactement ce que c'est. Ah, j'aimerais bien vivre dans un monde comme ça. Ouais, continue ton podcast. On y est presque. Compte sur moi. Merci beaucoup pour ce que tu fais avec ce podcast. Ah, mais avec grand plaisir, ça me fait grave plaisir de toute façon d'interviewer plein de femmes avec des parcours différents. Bon, je vais interviewer 2 hommes, mais c'est vrai que j'aimerais interviewer plus d'hommes, mais bah, en fait, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont répondu à mon appel, donc bah, let's go! C'est un problème pas courant. J'aimerais interviewer plus d'hommes. Ça viendra. Les personnes qui nous écoutent, s'ils veulent être interviewées, c'est possible, vous pouvez me contacter et on verra comment on s'organise. Et du coup, bah, dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, du coup, au micro, moi, j'aimerais bien voir Jean-Baptiste de Touris. C'est celui qui écrit la newsletter, Par Entrepreneur et il a en plus il a une entreprise à impact social et je le trouve incroyablement engagé dans sa prise de position, à la fois de parent qui fait au mieux, dans toute son imperfection, et à la fois d'entrepreneur qui fait au mieux, dans toute son imperfection. Trop bien, c'est vrai parce que je le connaissais pas du tout avant que tu m'en parles, donc j'irai regarder son LinkedIn et ce sera avec plaisir de l'interviewer. Alors il a changé le nom, de sa newsletter, je viens de le voir et du coup la newsletter s'appelle, «Les parents qui bossent» maintenant, pour être, j'imagine, un peu plus inclusive de toutes les situations de travail.
Bah, trop bien. Bah, en tout cas, merci encore pour, notre échange, Manon. Je passais un très bon moment et j'espère que les personnes qui nous écoutent aussi, même si je n'en doute pas, et merci à elles et eux de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup. Ciao, ciao tout le monde! Merci, à bientôt Estelle. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!